Celui-là ou celui-là? Alors, je suis metteur en scène, musicien. Voilà, je construis des spectacles depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé en collectif il y a très longtemps et j'étais très jeune, donc ça fait une trentaine d'années que je construis des objets un peu singuliers, je crois, dans la mesure où c'est jamais des textes de théâtre à proprement parler, mais toujours des montages, des adaptations de films. Voilà, je travaille sur la philosophie, des penseurs, des essayistes. Voilà, et puis avec beaucoup, évidemment, une petite particularité, c'est le travail un peu singulier au niveau du théâtre et musique, de l'articulation entre le théâtre et la musique sur un plateau. Alors en ce moment, j'ai le plaisir de présenter un spectacle qui s'appelle Paléolithic Story. Il y a un peu de bruit derrière, alors je lève la voix. Paléolithic Story, et d'une part, je suis très content parce que j'avais déjà présenté à la Joliette un spectacle qui s'appelait DJ 7 sur écoute, et j'en ai un souvenir ému, et puis une rencontre avec les spectateurs qui était assez formidable. Et puis, oh, la billeuse. Et puis, j'avais aussi, j'étais venu présenter il y a 3 ans de ça, je crois, au Théâtre du Gymnase, une adaptation que j'avais fait justement d'un film d'André de Toth qui s'appelait La Chevauchée des Bannis, que j'avais appelé Western. Et tout ça. Et là, on présente donc ce spectacle Paléolithic Story, qui a encore un autre sujet assez abyssal, très large, qui essaye comme ça d'interroger ce qu'a été à un moment donné les modèles de société dans lesquels ont évolué nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire entre moins 35 000 et moins 12 000, si on considère que la révolution néolithique apparaît à partir de moins 12 000, entre moins 12 000 moins 8 000, selon les régions et les différents climats. Voilà, c'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête, puisque j'étais assez passionné comme ça de l'anthropologie sociale et puis l'anthropologie préhistorique. Il y avait plein de gens pour qui j'avais une énorme admiration, qui étaient des gens qui ont écrit sur cette période-là, comme Alain Testard, Maxime Salins, David Greber, un vieil ami à moi aussi qui est préhistorien, avec qui on va se retrouver, qui s'appelle Emmanuel Guy, qui a travaillé sur l'histoire de l'art et puis sur Lascaux, les premières peintures, et puis d'autres textes de bataille. Donc à partir de tous ces matériaux-là, j'ai eu envie de construire un spectacle qui, évidemment, va puiser très loin notre propre histoire, puisqu'il s'agit des sapiens, mais j'ai l'impression, et enfin en tout cas c'est ma tentative, qui interroge un peu notre présent, plus que ça même. C'est comment nous nous sommes retrouvés aussi coincés dans un système où la question des inégalités sociales, pour le faire très rapidement et en forme de raccourci, n'a jamais été aussi prégnante. Voilà. Donc y avait-il des inégalités sociales, et des sociétés hiérarchisées, comment ils vivaient, comment ils s'organisaient, quelle était la répartition du travail, toutes ces choses-là, quels étaient les mythes, quels étaient les rites, etc. C'est tout ça qui anime Paléolithic Story, et on le fait dans un contexte plutôt joyeux et un peu fantasque, puisque je suis parti d'un point de départ de l'ouverture et imaginaire d'un musée consacré justement à l'art paléolithique. Et voilà, c'est un peu un désastre sur le moment où ils doivent ouvrir. C'est une catastrophe, quoi. On parle d'une catastrophe qui est une sorte de métaphore de l'état du monde aujourd'hui, si on le fait rapidement, si on est tout à fait objectif sur ce qui nous attend dans les 30-40 prochaines années. Ça, c'est un travail qu'on fait depuis très longtemps avec Sylvain Cartini, qui est mon acolyte, et on co-signe pratiquement les spectacles. C'est Mathieu Boer, Sylvain Cartini, puisque on a vraiment commencé ensemble. Enfin, toute cette aventure, on l'a écrite ensemble, cette aventure de théâtre. Ça dépend vraiment des projets. Là, je dois bien avouer que c'était quand même le texte qui était assez moteur, de trouver effectivement le bon cadre pour parler et puis convoquer tout ce dont j'avais envie de parler. Et petit à petit, des bribes de mélodie, des textes que j'avais plus particulièrement envie de mettre en exergue ou de travailler d'un point de vue musical nous sont apparus. Et Sylvain a travaillé à son endroit sur des textes de Rousseau, par exemple, Petite berceuse, qui serait peut-être l'émanation de la première musique que les êtres humains ont créée, puisque c'est cette espèce de geste naturel qu'on a tous de vouloir prendre son enfant dans ses bras et puis le consoler, enfin pas forcément que de le consoler, mais
à un moment donné. Voilà, donc il y avait des choses comme ça qui traînaient. Et puis après, oui, ça avance vraiment de front. Il y a à la fois une écriture qui se fait au plateau avec un certain nombre de textes qui arrivent. Là, en l'occurrence, d'abord j'avais commencé avec Lazare Bogossian, puis c'est Marion Stanton qui a vraiment fini toute l'écriture du spectacle. Et à l'intérieur de ça, on vient intercaler des numéros. Et puis j'avais ce sentiment que pour bousculer justement cette chose un peu peut-être un peu poussiéreuse, un peu misanthrope de ce personnage qui est très présent, qui est ce scientifique qui ne croit plus en rien, qui est un peu comme ça défaitiste, on va dire, face à l'ordre du monde et au récit qu'on en a fait, de l'évolution, etc. Il y a une jeune documentaliste qui va arriver dans ce musée, elle va dire mais non, mais il faut faire autrement, il faut réenchanter les choses, il faut le danser, il faut le chanter, etc. Et elle rêve de faire une comédie musicale. C'est vrai que je suis aussi un amoureux de la comédie musicale. C'était un prétexte aussi pour avoir 3 musiciens sur le plateau qui vont se prêter au jeu de cette tentative, on va dire, à l'endroit de cette jeune documentaliste, de bouger un tout petit peu les choses. Ouais, j'aime bien l'idée, j'aime bien la question du numéro, du cabaret, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on puisse intercaler à l'intérieur de ça, non pas pour offrir des respirations, enfin, pause musicale, tout le monde va aux toilettes, mais que réellement, il y a quelque chose qui... comment dire, la musique arrive, je m'en méfie parfois parce qu'elle a un pouvoir de séduction, regardez Ulysse, elle a un pouvoir de séduction qui est de temps en temps un peu étrange et tout ça, mais je sais aussi qu'elle peut prendre en charge sur un plateau un certain nombre de choses qui peut dédouaner comme ça ou soulager les comédiens, c'est-à-dire en termes d'énergie, en termes d'émotion, etc., etc. Donc on peut rester sur le sens du texte, d'une certaine façon, puisqu'il y a quelques textes qui sont un peu comme ça issus d'une écriture qui est plutôt une écriture scientifique. Mais derrière, la musique arrive justement à venir nous donner, nous porter d'une certaine façon dans une chose comme ça, un peu immédiate, que moi j'aime beaucoup. Ouais. Comédien, on va être très très modeste, je fais quelques apparitions, puisque comme c'est vraiment une pièce que je voulais, une pièce de groupe, il y a vraiment 6 interprètes au plateau, et tout le monde se prête au jeu d'une certaine façon de cette expérimentation en direct, de ce que pourrait être un musée vivant, ou un peu plus vivant que la normale, on ne vient pas juste voir des œuvres et tout d'un coup ça s'incarne par effectivement un groupe et tout ça. Donc ils sont là, ils sont présents, et puis ils se prêtent aussi au jeu de certaines expérimentations, puisque on est censé représenter une petite communauté, éventuellement de chasseurs-cueilleurs, mais bon voilà, c'est une communauté de musiciens, on sait ce que ça peut être. On peut très vite être une catastrophe. Et je vous en prie, bonsoir. Mais je sais pas, j'ai toujours fait ça, donc je me pose même plus la question. Je fais des allers-retours, je cours, je vais parfois dans la salle, après je vais un peu jouer. Là, on n'a pas eu beaucoup de temps de répétition, donc j'étais beaucoup dans la salle, mais on répète la musique en amont, et puis après, voilà, je fais toujours ces allers-retours derrière ma batterie, et puis comme metteur en scène, oui, je jongle avec cette chose-là depuis de nombreuses années. Oh, matière à réfléchir, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sans jamais essayer d'être, il y a une partie un peu didactique, il y a évidemment, il y a des hypothèses ou des thèses autour de ces sociétés-là et de types d'organisation qu'on pourrait mettre en place et qui nous sortiraient d'une forme d'impasse, ou enfin, pour le dire très rapidement, que le capitalisme est le seul horizon indépassable maintenant de l'humanité, ce qui à mon sens est une erreur. Voilà, concrètement, il va falloir qu'on réfléchisse réellement sur des questions de décroissance, des questions de démocratie transversale, des questions effectivement d'inégalité sociale, de répartition des richesses, de partage de territoire, enfin tout ça, ouais, c'est vachement important. Enfin, je veux dire, là on est au nerf de la guerre, c'est un peu ça dont il s'agit. Sans avoir une doctrine ou sans faire un moment donné de prosélytisme avec un certain nombre de choses, mais jusqu'à un moment donné en ouvrant un tout petit peu des espaces, en ouvrant nos horizons, en ayant d'autres récits, d'autres formes d'organisation, d'autres modèles, on peut commencer à réfléchir et à se projeter et éventuellement inventer des alternatives à un système qui, encore une fois, il me semble,
pas le seul à le dire. Enfin, je veux dire, tous les scientifiques le disent tous les jours, va un peu droit dans le mur. Donc il y a cette question-là, elle est inhérente, j'ai envie de dire, à tout spectacle, d'une certaine façon. Et à l'épuiser sur... voilà, ça durait quand même, cette histoire-là. Là, je parle que du paléolithique, je parle pas du néolithique. C'est 25 000 ans d'histoire, quoi. C'est énorme, on en est à 2000. Et il y a encore, évidemment, des bifurcations qu'on peut opérer pour nous sortir de... Ben voilà, d'une certaine impasse. Merci Mathieu Bauer. Merci à toi.